Salut, c'est Rudy, et avant de vous partager mon épisode du jour, je souhaitais vous parler d'un projet que j'ai lancé récemment. En effet, après presque un an d'existence du podcast, je me suis rendu compte de quelques manques entre guillemets concernant certains sujets qui pourraient aider à mieux performer. N'étant évidemment pas un expert dans la pratique du kayak, je suis toutefois depuis plus de 20 ans dans le milieu de la musculation, et c'est pourquoi je souhaite vous partager mes meilleurs conseils en rapport avec le kayak. C'est pourquoi j'ai réalisé une formation gratuite à destination des kayakistes et séistes motivés en quête de progrès. Dans cette formation gratuite, je vais vous partager des conseils techniques, avec vidéo à l'appui, sur certains exercices phares en musculation que vous pratiquez déjà. Je vais également vous partager des conseils alimentaires, et notamment sur comment prendre de la masse utile, mais aussi sur comment éviter au maximum les blessures au dos et aux épaules si fréquentes pour beaucoup. Enfin, je vous partagerai ce qui est pour moi un trait de caractère indispensable à cultiver pour aller encore plus loin, parce que votre réussite ne dépend que de vous. Si vous êtes intéressé par cette formation gratuite, cela se passe directement sur le site www.secretdukayak.org en renseignant votre email dans la petite pop-up présente sur la page d'accueil qui apparaît moins de 5 secondes après que vous soyez dessus. J'espère sincèrement que cela vous aidera. N'hésitez pas à me faire un retour après avoir suivi cette formation gratuite si vous aviez des idées, questions ou suggestions. Salut, c'est Rudy et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouvel épisode des Secrets du kayak. Le but de ce podcast est de vous partager ma passion du kayak de course en ligne et de partir à la rencontre des champions. Qui sont-ils et que font-ils pour performer au plus haut niveau? Aujourd'hui, je vous partage ma conversation avec Olivier Marchand, ancien athlète de haut niveau en canoë de course en ligne et aujourd'hui toujours compétiteur. On est revenu sur son parcours, mais surtout sur sa vision de ce que doit apporter le sport, sur les différents facteurs pour performer et sur ses années en tant qu'entraîneur. J'espère donc que l'épisode vous plaira. Je vous laisse maintenant découvrir Olivier et ses secrets. Salut Olivier, comment vas-tu aujourd'hui? Oui, très bien. Bonjour Rudy, ça se passe très bien. Bah écoute, c'est un plaisir de t'avoir sur le podcast. Comme pour chaque invité, j'ai envie de dire, à chaque fois je dis la même phrase, mais c'est vraiment un plaisir d'échanger avec, on va dire, des anciens athlètes de haut niveau et des gens qui sont toujours dans le milieu du kayak et plus particulièrement du canoë. Alors, je vais commencer par la question un peu habituelle. Comment as-tu découvert le canoë? Le canoë ou le kayak? Souvent, on commence par le kayak quand même. Et, ouais. Parce que moi, on pratique quand même les deux activités sans différencier l'un ou l'autre forcément. Et ouais, première expérience, du milieu, c'était en kayak et plus même en kayak de mer. Tu vois, en colonie de vacances en Bretagne, à Quiberon. Et c'est vrai que tout est venu de là un peu où on essayait un peu des embarcations un peu différentes du bateau à voile, du kayak, et puis le kayak de mer, ça m'a bien plu à Quiberon. Et puis à la rentrée, moi et mon frère, on s'est lancé au kayak à Pontivy. Ok, La donc, toute donc première expérience t'as commencé par le colonie. kayak Après, alors? alors kayak de mer. Après en club, souvent on commence aussi par le kayak, c'est vrai. Ouais, j'ai commencé à Pontivy. On commençait par les CAPS, embarcation assez stable. Sur c'était il y a une trentaine d'années, donc tout le monde passait quasiment là-dedans. En kayak, ouais. J'ai même fait des petites compètes en kayak également. Et puis après, plus tard, presque un an après, je m'étais mis au canoë, quoi. Comment ça s'est passé tes premières compétitions de kayak en CAPS? Euh, Moyen. Disons que c'est un bateau stable, donc on tourne pas trop à l'eau, surtout sur des petits gabarits. Moi, j'ai commencé, j'étais Benjamin 2, donc ça va, c'était assez. C'était pas la stabilité qui posait problème, c'est plus la résistance et puis la technique, quoi. Je pense où c'était un peu laborieux. Euh, Premier souvenir, je pense que ça devait être à Malais 3, des petites courses qu'on faisait interclub. C'était même pas un championnat régional, hein, c'était des courses interclub, ouais, dans le département dans le Morbihan. Et puis, alors je crois que c'était même un contre-la-montre, tu vois, sur un petit canal, sur le canal de Nantes à Brest. Et pas de souvenir particulier à part qu'on s'amusait bien, une bonne entente. Qu'est-ce qui a fait que tu es passé au canoë alors après? Plus tard, Pontivy en fait c'est un club de canoë. C'est vrai, avant tout. Alors même si ils aiment bien la polyvalence et la bivalence kayak et canoë. Donc ils veulent tout le monde sait faire quasiment les deux.
Ok. à manœuvrer. Ouais. Donc on commence souvent pas mal par le kayak, par des petites courses ou des petites courses d'essai en kayak où on est sûr de réussir. Et puis après, on s'essaie au canoë. Et là, il y a le jeu de la stabilité, il y a le jeu de la direction. Et puis une fois qu'on arrive à aller droit et qu'on tire dans le bateau, on peut commencer à vraiment pagayer. Et c'est des étapes qu'on n'a pas en kayak, ou moins. Parce que la stabilité, elle est plus facile vu que le centre de gravité est plus bas en kayak. Donc on est un peu plus stable en kayak. Et puis après il y a la direction. Là on n'a pas de gouvernail en canoë et c'est un peu chaud au début pour aller droit. Donc on pagaie un coup à droite, un coup à gauche. On apprend le col de cygne pour redresser la trajectoire. Puis une fois qu'on fait ça, une fois qu'on sait aller droit et qu'on tire dans le bateau, on peut vraiment commencer l'initiation et le perfectionnement, quoi. Et Est-ce que tu as sans ces commencé étapes-là, tu peux pas. Est-ce qu'il y a aussi un CAPS en canoë? Oui. Et on a toujours d'ailleurs un C1, un CAPS, une grosse barque, une sorte de baignoire flottante, qu'on peut presque dire. Et on peut être à un ou deux dedans. Ça passe bien. Donc là, pour tomber à l'eau, il faut y aller. Oui, j'allais dire parce que moi j'ai l'image en tête, tu te mets dans un canoë, je vois le truc, je dis c'est un rondin de bois. Je me dis est-ce qu'on peut tenir dedans C'est pour ça que je te demandais pour les CPS. C'est comme si tu étais quasiment à genoux sur le sol. Sauf que t'as l'appui fuyant de l'eau où si tu te laisses embarquer par ta pagaie, enfin dans le fond de l'eau, tu bascules quoi par-dessus bord. Mais sinon c'est très stable. Après souvent on a les défauts un peu classiques. On a tendance à s'asseoir sur ses fesses, à tomber un peu en arrière. C'est comme je sais pas, en ski, si tu te tiens en arrière, t'es quasiment sûr de tomber à coup sûr, quoi. On dit souvent en ski, faut se pencher sur l'avant. Et là, c'est un peu pareil. Si on se tient un peu en arrière, tu tombes, tu t'affales, quoi, dans le bateau. Donc, faut bien tenir sur ses jambes. Et puis, voilà. Après, il faut avoir quelques séances un peu laborieuses. Et après, ça va. Le CPS, ça va. Je te dirais, après, c'est l'étape juste après alors, ce qui était l'équivalent du Delta, c'est un Delta, donc c'était des bateaux assez larges aussi, mais qui étaient quand même avec une coque en V, plutôt qu'un fond plat du CPS. Là, c'était une coque en V, donc ça a tendance à plus se mettre sur la gîte. Et là, c'était un peu plus galère. Mais, donc là, ouais, il y a plus de baignade dans ces cas-là. Tu avais quel âge quand tu as essayé le canoë? Minima, en minima 1, donc. Ouais, donc assez rapidement après que tu aies commencé le kayak en fait. Ouais, je pense que j'ai fait 6-8 mois de kayak. Après, tranquillement, on s'est transformé vers le canoë. On avait même fait une course longue. Je me souviens, on faisait des courses longues, la transmembrianaise en minime avec, on avait fait ça en K2. Et on faisait quand même des 15-17 km en K2. Donc, il fallait déjà les faire sur plusieurs étapes. Et voilà. Au moins, ça fait travailler l'endurance. Et puis après, minima, on s'y est mis. Et donc, pendant quelques années, tu as continué les deux activités en parallèle? Non. Après, non, des minima, là, ça y est, c'était parti. Ouais. On était un petit groupe où on s'y est mis presque en même temps à Pontivy. Et puis, voilà, on s'est lancé dans l'activité. L'objectif, il était de faire les régates de l'espoir. Je pense, enfin pas pour moi, mais pour le club, je pense que c'était d'aligner quelques personnes aux régates. Et puis voilà, durant l'année, on s'est pris des beaux bains, on s'est préparé tranquillement, et puis arrivé les régates c'était à Belfort, ouais, à Belfort. Et là, ouais, c'était les premières grosses compétitions pour nous au niveau national. C'est la super ambiance, quoi. Surtout en région, enfin, je dis surtout. Je sais qu'en tout cas en région Bretagne, c'est des gros déplacements, quoi. Et à Belfort, c'était marrant parce on campait au bord du bassin. C'était une zone d'herbe. C'était même pas un camping. Et les toilettes, je sais plus où c'était, mais c'était pas des vraies toilettes. Et pour prendre l'eau, c'était un abreuvoir où il y avait des sorties d'eau et on faisait la vaisselle dans l'abreuvoir. Et puis voilà, on était au bord de l'eau, au bord du bassin. Tout le monde campait là-dedans et c'était
C'était vraiment sympa, simple, rustique, mais ouais, une méga ambiance quoi. Qu'est-ce qui a fait que tu as choisi le canoë plutôt que le kayak à ce moment-là? Bah, je pense que c'est le défi de tenir sur une embarcation moins stable. Et puis passer le cap en fait, je te dis de la direction et de la stabilité, bah tu te sens bien en hauteur sur un canoë, on est un peu plus haut. On est plus libre aussi dans les positions, tu vois. Tu as juste un pouf, un cale-genou, quoi, un bloc de mousse sous le genou, puis après tu le mets un peu où tu veux. Tu peux te déplacer dans l'embarcation, enfin te faire tes propres calages, quoi. T'as En kayak, bah, tu as le gouvernail, tu as un cale-pied, tu as un siège. Et puis à l'époque, les kayaks, c'était des kayaks en fibre et ça n'allait jamais. Les taquets là pour régler le siège, ça n'allait pas. Les cale-pieds, c'était des barres en bois avec des tiges qui sautaient tout le temps. Enfin, c'était un peu du rustique, quoi. Et le canoë, bah, moi je trouve ça plus simple. Tu mets un pouce dans le fond du bateau, puis hop, c'est parti. T'as pas à gérer tes écarts entre ton cale-pied et ton siège. Bah t'as besoin de pas grand chose quoi. Et ça j'aimais bien ce côté un peu libre. Puis après bah, une fois qu'on va droit, bah c'est sympa. On est bien navigué un peu plus haut. C'est le côté moi je trouve haut dans le bateau qui est vraiment sympa. Comment ça s'est passé ces premiers championnats de France pour toi? Laborieux. Ouais, premier, là, on est tombé à l'eau en C2. Ah merde. Ah oui. Voilà. Bon, pourtant, on tombe pas souvent à l'eau, hein, normalement. Mais ouais, on était tombé à l'eau en C2. Et puis, on a fait une course C4, fond. Non, pas fond. C4 500, pardon. Et là, ouais, je me souviens même plus du résultat. Donc, non, c'était vraiment découverte, initiation. En fait, c'était le déclencheur pour en vouloir plus. Et là, c'était juste se rendre compte de ah ouais tiens c'est ça les compètes en canoë, ce qu'on peut faire à un niveau national. Donc ça m'a donné envie, je pense, pour l'année suivante. C'était juste le déclencheur, on va dire. Parce qu'avant ça, t'avais pas cette envie de compétition. Tu faisais plus ça pour t'amuser avec les copains et pour le défi. Ouais. Oui, vraiment, ouais. Non, ouais, au club, on était là plus pour jouer, pour s'amuser et découvrir l'activité vraiment de manière très très ludique. Et je pense qu'il n'y avait pas la volonté spécialement de nous pousser, mais plus de nous donner le goût de l'activité. On faisait un tout petit peu de mer, un peu de rivière, mais très très gentil, hein. On allait un coup au Scorff, on allait faire un Logmeraker à la mer, et puis et du plat sur le canal. Et puis voilà. Au début c'était ça. On voyait pas forcément trop le côté compète. Mais Et là, en mer, tu faisais aussi du canoë? non, en kayak. Non, quand En on est en kayak. mer, ouais, c'est plus kayak, ouais. Soit Logmeraker ou à Pont-le-Roi dans les rivières où il y avait un peu de courant. T'as des petites zones où tu pouvais faire presque de l'eau vive entre deux rochers là, avec la marée, ça fait des belles dénivellations et on pouvait s'amuser pas mal là-dedans. Donc voilà, on jouait dans l'eau, sur l'eau. Et à ce moment-là, donc quand tu fais ces premiers championnats de France, donc c'est un peu le déclencheur. Euh, Est-ce que déjà à jeune âge, tu mets des choses en place pour performer plus? Est-ce que tu étais resté sur cette année-là sur les deux séances habituelles du mercredi et du samedi ou c'était différent au club de Pontivy? Non, là c'était encore ça, hein. Donc là minimum 2, ouais, non, c'était encore 2 séances par semaine. Et puis un peu le week-end, enfin le dimanche du mois, on se regroupait quand même assez régulièrement. Euh, Non, mais sinon c'était pas plus que ça. Mais par contre, ce qui était super, c'était à cette période-là, moi je trouve, pour beaucoup, c'est la progression. Tu progresses super vite, très 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 vite. Et enfin, quand on s'investit à peu près régulièrement, là, pour moi, c'est les années où tu as plus de progression, quoi. Minime 2, KD1, quoi. Et là, ouais, ça a changé beaucoup de choses. Parce entre l'une année et l'autre, ouais, bah, le résultat n'était plus du tout le même, hein. Est-ce que tu peux préciser ce que ça a donné en termes de résultats?
Ah bah là, oui, je suis parti en minima où je tenais à peine en bateau, tu vois, des salés. Puis l'année après, oui, j'avais fait en deuxième en C1 sur sur le 500 et deuxième sur le fond également. Donc ouais, non, ça c'était au régate, quoi. Donc ça c'était bien. Et puis avec là, t'es plus à être dans le laborieux, à tenir dans l'embarcation, quoi. Là vraiment, tu t'envoies de la cadence et du rythme, et ça commence à être vraiment de la navigation, quoi. T'es plus hésitant sur ta gestuelle, à rester sur ta patte de doigt là de en fin de coup de pagaie pour rattraper ta trajectoire. Là, ça commence à être intéressant. Tu peux faire de la stratégie, tu peux varier un peu ton rythme. Et là, ouais, non, ça commence à être des courses où tu rentres un peu plus dans le jeu, quoi. Donc c'est ça où, ouais, là vraiment, on rentre un peu plus dans une activité plus sportive, quoi. Est-ce qu'au club de Pontivy, il y avait des athlètes de l'équipe de France? Oui, oh, il y en a toujours eu. À cette époque-là, là, on était encore, tu vois, donc, justement, 80, on était en 92. Minime 2, et c'était l'année des Jeux à Barcelone. Et Jeux de Barcelone, il y avait Olivier Boivin qui courait les Jeux Olympiques et qui a fait sa médaille. Donc nous, tout était tourné vers Olivier, hein. On était tous là à le supporter. Et puis même ouais, donc enfin je sais pas, c'est énorme quand même pour un tout petit club et une toute petite ville comme Pontivy, avoir un gars qui participe aux Jeux Olympiques et qui fait la médaille aux Jeux. C'est Ouais, c'était énorme. Et puis il y a eu le retour des Jeux là quand Olivier était revenu à Pontivy, c'était la grande fête au village, quoi. C'était quand même assez fort pour nous tous. C'était un modèle, hein. Et puis il y avait Olivier, il y avait Claudine qui commençait quand même à s'occuper de nous aussi, Claudine Leroux, qui avait fait les Jeux Olympiques à Séoul. Et donc alors je sais plus si elle avait tout à fait commencé à s'occuper de nous, mais ouais, enfin oui, on avait quand même des modèles de personnes qui avaient fait les Jeux. Et puis tu avais d'autres personnes comme François Le Boisdec qui était aussi en équipe en canoë. Puis voilà, on avait plein de bons référents quand même, hein, au club. Donc il y avait une dynamique. Il y a toujours une culture sportive, on va dire. Et ça c'est plutôt attractif, qui s'est toujours qui est toujours resté, quoi. Je pense. Il y a toujours eu des gens d'un niveau correct. Et même Je signale. oh, non. Excuse-moi. Mais non, mais je te dis un truc, j'y repense l'année d'avant, 91, on était allé voir, c'était les championnats du monde à Vers-sur-Marne, les premiers championnats du monde à Vers-sur-Marne. Donc là, ouais, je reviens un tout petit peu en arrière. Mais on avait été voir les gars courir au championnat du monde, et ça, c'était aussi super. Et c'est quelque chose que, tu vois, on n'a pas eu d'autres mondiaux. On a eu des coupes du monde en France, quelques-unes quand même, mais des championnats du monde, on n'en a pas eu, je crois pas me tromper. Et c'était super. C'était la première fois que le bassin était vraiment utilisé, puis le bassin qu'on connaît maintenant, hein, il n'avait pas changé finalement, vraiment, à part qu'ils ont refait tout le siège fédéral, mais le bassin en tant que tel, c'était déjà celui qu'on connaît là. Et c'était énorme de voir tous les athlètes. Et on campait à côté avec le club, et puis on pouvait côtoyer les sportifs de très haut niveau, quoi, de niveau mondial. Donc puis avec Olivier, il nous avait fait montrer un peu différents gars qu'il connaissait. Enfin, c'est des souvenirs, quoi, tu vois, des petits souvenirs un peu lointains, mais quand tu vas voir ça, c'est spectaculaire, quoi. Voilà, donc entre, tu vois, les championnats du monde qu'on a été voir, plus les Jeux Olympiques l'année après où on voit Olivier qui fait la médaille, hop, ça te met le pied à l'étrier, quoi. Et donc là, justement, avec tes résultats en minute 2 Regatta de l'Espoir, est-ce qu'à ce moment-là, tu te mets à rêver, on va dire, peut-être de l'équipe de France ou de toi-même d'aller aux Jeux Olympiques? Est-ce que ça devient un objectif ou pas encore? Non, même pas. Même pas. Non, non, je pense que l'envie de faire mieux, non, moi je pensais réellement que, enfin, j'étais,
toujours dans le top 3 français, mais non, je voyais pas le Delta pour être encore en équipe. Donc non, c'est le but était encore de progresser. Et puis de toute façon, je voyais l'écart qu'il y avait finalement entre moi et les meilleurs juniors. Parce que pour être en équipe, fallait se confronter aux juniors. Donc il y avait quand même un petit fossé. T'as beau être bon cadet, faut faire ses preuves. Il y a encore une marche à franchir. Donc et là Pontivy, je trouvais ça pas mal, c'est que on te met pas c'est pas parce que tu as fait ta médaille aux France que tu t'en tireras, parce que des médaillés, il y en avait tous les ans à Pontivy. Donc voilà, t'es un gars parmi un autre. Hein. Et puis non, c'est après que ça faut continuer, hein. Faut pas s'arrêter quoi. Donc là non, par contre on rentre dans une dynamique un peu plus forte, toujours. Là ouais, j'ai dû faire un peu plus d'entraînement, peut-être. On commençait à faire un créneau en plus le soir, encore un peu plus le week-end aussi. Donc un peu de PPG, un peu de course à pied à la maison. Mais voilà, rien de plus. Est-ce que durant ces années, tu es passé par un cursus sport-études? Non. Non, il y a la sport-études, ça aurait été à Rennes. Et puis non, je n'ai même pas eu l'idée. Les pôles sport n'étaient pas encore très très développés. Et puis Rennes n'était pas encore un club. Rennes, la structure Rennes, Saint-Grégoire n'était pas encore hyper développée. Et la dynamique Bretagne, c'est plutôt Pontivy qui l'apportait. Donc finalement, on était là dans l'endroit où il fallait quoi à ce moment-là. Valait mieux être à Pontivy que dans une structure d'entraînement. Vraiment, enfin là, on pouvait y aller quand on veut au club. On avait un bon encadrement, on commençait à avoir un bon encadrement, parce que là, au fur et à mesure, donc Claudine s'est montrée un peu référente dans le suivi, qui était non seulement partenaire d'entraînement aussi, parce que des fois elle faisait les séances avec nous et elle nous encadrait. Et puis on avait Claudine et on avait aussi surtout Jean-Pierre Lafont, qui était encore à cette époque-là conseiller technique régional et qui, sur son temps libre, s'occupait du club aussi. Jean-Pierre qui est toujours là, qui s'occupe du club depuis bien avant que je sois là et qui s'occupe encore du club là, de manière assidue quoi. C'est en fait quand tu as des personnes comme ça qui suivent une structure dans le temps, ça peut que fonctionner et que te donner envie. Donc ouais, on avait tout ce qu'il fallait pour que ça se passe bien. Après, ouais, c'est vrai que le côté sport-études aura peut-être aidé sur certains points. Je te dis ça parce que j'ai vu en faisant quelques recherches que tu étais rapidement, dès que tu avais été junior, tu étais en équipe de France. Et donc, en fait, tu as réussi à concilier, entre guillemets, les études et en même temps les entraînements qui étaient de plus en plus nombreux, de plus en plus intensifs. Oui, ouais. À partir de troisième, donc là, je m'entraînais un peu plus librement, donc j'arrivais à venir 2 fois en plus le soir. Je te dis, je me suis toujours entraîné le samedi, le dimanche, et puis Chloé me donnait un peu d'entraînement de course à pied à faire chez moi, de la piste. Donc en fait, on pouvait s'entraîner. Enfin, moi, je pouvais m'entraîner à peu près presque tous les jours à partir de la troisième. Et en seconde, en fait, je pense que beaucoup de choses tournaient autour des athlètes. On était 7-8 athlètes sportifs au lycée à s'entraîner ensemble. Le midi, par exemple, on avait un petit créneau de 2 heures. Chloé venait nous chercher au lycée, on allait à la piscine. Après, on revenait rapidement au lycée pour manger, puis on retournait à l'école. Tout ça en 2 heures de temps, quoi. C'était hyper rapide. Dès que j'avais 2 heures 2 heures de trou, je pouvais aller avant le midi ou en fin de journée ou enfin coller avec un petit temps derrière. Je pouvais aller m'entraîner au club. Donc en fait, j'y allais très très souvent. Ouais, non, ça passait bien. Finalement, une structure. Enfin moi, je pense que maintenant, avec du recul, que on peut quasiment s'entraîner aussi bien dans un club, parce que le volume d'horaire
hebdo, il est quasiment le même. Que tu sois au lycée, dans une structure sport-études ou au lycée dans un petit club comme on l'est à Pontivy, le volume horaire, il est quasiment le même. Après, c'est juste à une organisation différente à avoir. Tu t'entraînes plus le soir, tu t'entraînes plus dès que tu as le temps à un moment ou un autre, tu t'entraînes plus le week-end. Mais tu vois, on faisait de la PPG par exemple le jeudi soir, ouais, ça je m'en souviens en plus. Le jeudi soir, on faisait PPG de 8h30 à 10h tous les jeudis. Donc là où dans un pôle tu t'entraîneras plus, et ben là dans un club, et ben il y avait des créneaux qui avaient été faits pour qu'on s'entraîne le soir. Bah, on s'entraîne sur des heures décalées. Et après, bah faut faire ses devoirs avant, faut faire, tu t'organises différemment quoi. Mais ces années lycée, elles étaient vraiment superbes. Et je te dirais qu'en plus c'est de la motivation intrinsèque. C'est c'est toi qui es le moteur. Si tu as envie de t'entraîner, bah tu t'entraînes à fond. Après, celui qui a pas envie de trop s'entraîner, bah il le fait moins. Mais tandis que dans un pôle, je te dirais des fois, bah t'as plus forcément trop envie. Des fois, t'es un peu dans le dur. Tu peux subir par rapport aux autres. Mais là, dans un club, si tu subis, bah tu lèves un peu le pied. Et après, bah tu peux repartir aussi sec si ça va mieux. Euh, voilà, le tout pour moi, c'est d'avoir un bon site d'accueil comme on pouvait l'avoir dans le club. On n'avait pas trop loin entre le lycée et le club pour y aller. Les profs étaient plutôt assez conciliants et à encourager le projet sportif. Et puis voilà, ça aide plutôt bien. Après, ouais, avec des hauts et des bas, mais on était dans notre petit groupe. Il y a un petit groupe qui s'entraînait quand même bien. Une bonne dynamique de club. Oui, j'arrivais un peu sur une question vu que tu me tends une perche et c'est un sujet que je vais l'aborder en plus. Euh, Est-ce que tu penses qu'il faut performer jeune pour performer plus tard? Toi, on voit que tu as performé assez tôt. Et je pense qu'il y a peut-être pas mal de jeunes qui nous écoutent aujourd'hui, peut-être qui performent pas, qui se disent bon bah je serai peut-être jamais bon. Est-ce que tu as un avis là-dessus? Parce que là, on a l'avis sur le sport-études versus la scolarité classique. Est-ce que tu as un avis sur le fait de performer tôt ou pas? Est-ce qu'on est foutu si on n'avance pas dès le début? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Non, on peut performer tôt ou tard. Par contre, pour moi, il y a un tronc commun, c'est le bagage physio, quoi. Euh, le physio, faut qu'il soit là assez tôt quand même. Mais après, que ce soit bon en kayak tout de suite, non, ça peut attendre encore. Enfin, pour moi, c'est un point de vue personnel, mais par contre, faut développer des bonnes capacités aérobie, d'endurance, de résistance à l'effort, commencer à avoir un peu le goût de l'effort aussi, hein, de se rentrer un peu dedans. La culture de l'effort, par contre, elle doit être là assez tôt pour moi. Et puis après, bah, et développer ses capacités physiologiques. Donc, on peut faire. Je pense qu'on peut se développer un peu différemment. On peut venir un peu plus tard dans le canoë de compète, dans le canoë kayak de compète même à haut niveau, hein, puisque en plus on a des super bons contre-exemples en France, hein, qui sont venus tard. Moi, quand je joue à Maxime Beaumont, c'est oui, Maxime n'était pas fort quand il était jeune, et puis il est devenu fort progressivement. Et jusqu'en même en fin de junior, il était pas bon, quoi, pas très bon. Je pense que Maxime, tu m'en voudras pas si je dis ça, mais il est devenu fort vraiment après. Et par contre, il y a une culture de l'effort, une culture de club. Ouais, non, je pense que ça peut venir après. C'est quoi la culture de l'effort et comment on peut l'apprendre? Est-ce que ça peut s'apprendre la culture de l'effort ou c'est quelque chose pour toi qui est assez inné? Là, on voit que toi, tu avais ton groupe d'entraînement, tu étais hyper bien encadré, tout ça. Est-ce que c'est pour toi des clés justement pour apprendre cette culture de l'effort? Ouais, ouais, bah mais en fait, elle est liée pour moi à l'encadrement. Elle est liée aussi à l'entourage familial. Aussi, ça joue beaucoup, hein, qu'on t'encourage ou du moins même s'encourager, mais qu'on ne mette pas de bâton dans les roues ou que voilà. Moi, j'ai une famille qui trouvait ça sympa, qui disait bah tiens c'est chouette ça. Et puis tout le temps que tu feras au sport, bah c'est peut-être du temps que tu passeras en moins à traîner à côté. Donc bon ça c'est l'aparté, mais c'est important quand même. Après bah ouais le goût de l'effort.
Nous, moi, je faisais plein de sports de glisse. On faisait toujours de la planche à voile, du ski. Ouais, enfin moi, tous les sports de glisse. J'avais un attrait moi pour les sports de glisse, la sensation de glisser surtout. Ça, j'adore. Après, est-ce que ça aide à je pense qu'il faut quand même avoir un goût. Pour avoir le goût de l'effort, il faut quand même aimer l'activité, quoi. On a le goût de l'effort, d'autant plus qu'on aime ce qu'on fait. Donc, il est provoqué, quoi. Si j'avais pas pris plaisir à ce que je faisais, j'aurais eu moins le goût forcément de m'investir. Donc, ouais, non, il faut quand même. Alors après, on peut donner le goût de l'activité. Moi, je trouve ça important de quelqu'un qui n'arrive pas forcément. Des fois, faut passer des caps avant. Par exemple, quelqu'un qui commence le canoë, au début, souvent, il va pas trop se faire plaisir, hein, parce que ce que tu apprends à l'initiation, c'est pas pareil que ce que tu feras après. Ce que je disais, hein, tenir dans le bateau, aller droit, c'est bien, mais c'est pas marrant tout le temps. Et après, quand tu commences à enchaîner parce que tu as une technique qui commence à se mettre en place, là tu développes quelque chose, le goût de l'activité, quoi. Et des fois, il faut accepter de passer par des étapes un peu plus laborieuses pour après être amené à se faire plaisir. La course à pied, c'est pareil. Des fois, il y en a, ils n'arrivent pas à courir parce qu'ils ont jamais trop couru. Ça va être laborieux ça peut mettre un an à se mettre en place. Mais faudra faire des petites séquences, des séquences d'une minute ou deux, alterner avec de la marche, un peu plus de pistes, un peu de séances ludiques d'accélération, de montée de côte, des relais. Et puis une fois que tu as développé tout ce goût-là, tiens, tu commences à t'améliorer. Et à partir du moment où tu t'améliores, et là tu prends le goût de l'effort. Pour moi, t'as pas de réussite si tu prends pas goût à ce que tu fais, et le goût, ça se provoque. Ouais, faut des C'est une gens bonne qui phrase. donnent envie. C'est une bonne phrase. Ouais. Ce sera la phrase du podcast, je pense. Je sais pas. Je reviens sur ton parcours à toi. En junior, donc tu es sélectionné en équipe de France. Est-ce que pour toi c'est une surprise? Ah oui, en junior, ouais, c'est ouais, parce que de KD2, ça a été là toujours bien. J'étais toujours dans les deux, trois premiers. Et puis junior 1, en plus l'échéance terminale, c'était au Japon. Et au Japon, on nous a toujours dit qu'il y aura un effectif limité. Et en plus, ouais, moi je voyais ça de loin, quoi. Pour moi, je comptais pas forcément y aller. Ouais, non, j'ai fait les sélections. Enfin, j'ai tout fait pour y arriver, mais sans vraiment trop y croire, quoi. Et puis France de fond, ça s'est pas mal passé. Enfin, je fais troisième. Et puis arrivé aux sélections pour l'équipe de France, au Pige. Là, on nous dit oui, il y avait qu'un C2 qui pouvait être pris. Donc, on a couru quand même en C2 avec mon équipier de club, avec Romuald. Ça se passait bien. Et puis en C2, on passe pas. on fait deuxième. Et on fait quand même le monoplace. Et puis en monoplace, du coup, je gagne. Mais vraiment en junior 1, c'était un peu la surprise, quoi. Mais c'était le classement cumulé 1000 et 500 mètres. Et puis ça s'est joué au centième. Mais je suis quand même devant celui qui était le meilleur, Pierre Adam à cette époque-là, qui était junior 2. Et bon, j'avais gagné les piges en mono, donc j'étais le meilleur, mais je n'allais pas au championnat du monde. On m'a dit non, c'est un C2 et c'est tout. Et c'était pareil en kayak, en kayak-homme et en kayak dame. C'était que des billes. Il y avait 3 billes uniquement. Et puis à l'issue des piges, on a échangé pas mal. Même ouais, je commençais à échanger un peu avec Olivier Boivin. Et on a parlé un peu de ça. Il dit ouais super, très très bien la perf. Il est allé voir un peu comment que ça s'était passé pour les
avec les entraîneurs nationaux, avec la direction technique, et puis pour pousser un peu pour qu'il y ait quand même le meilleur monoplace qui soit pris, quoi. Mais dans les 3 catégories. Hein. Alors au début, il y a eu ils ont ouvert un poste, une place pour le kayak homme. Après, je sais plus s'ils ont ouvert pour le kayak dame, mais je crois que oui. Et puis moi, c'était pas sûr que le premier canoë il soit pris au monde. Et je l'ai su peut-être 10 jours après les piges. Donc moi, j'ai repris l'école normale. Et puis après, on me dit si, non, tu iras aux Jeux Olympiques. Et puis en fait, si on n'avait rien fait, il se serait rien passé. J'y serais pas allé. Mais le soutien, je pense qu'Olivier a été pour beaucoup là-dedans. Il connaissait un peu le système, que en fait, si on ne dit rien, on n'a rien. Et puis en argumentant, en disant aussi, oui, pourquoi on amènerait un C2 alors que le meilleur, celui qui a gagné les piges en mono, il irait pas. Enfin, c'est vrai qu'il y avait un côté pas logique, quoi. T'es le meilleur en mono, mais tu vas pas aux mondiaux, quoi. Donc ouais, là, c'était du coup à l'issue là, ouais, c'était une énorme surprise, mais une énorme. Et voilà, après on a embarqué là-dedans, quoi. On a embarqué là-dedans, mais sans plus de préparation. Tu sentais que c'était oui, on t'amène, toi et les autres monos, mais comme ça, quoi. Parce qu'il y en a qu'on poussé pour que tu y ailles. D'ailleurs, enfin moi je le prends comme ça aussi, mais on n'avait pas fait d'échéance terminale, on n'a pas fait de stage de préparation. Donc la première course inter et la première grosse confrontation, c'était au Cheval du Monde. Pour te dire, là maintenant, des fois on dit ouais, on prépare pas les jeunes ou on fait pas de stage. Là, c'était 0 stage, même pas un petit groupement. C'était directement au Cheval du Monde dans l'avion. Et puis après, tu découvres tout sur le terrain, quoi. Et c'était comment alors ces premiers championnats du monde? C'était, ouais, là c'était. Je pense que enfin, faut voir avec la globalité, mais tout le monde se souvient des premières échéances. Surtout que là, je te dis, j'avais rien fait avant en compète, et puis là, on va au Japon. C'était une autre culture. Puis on est parti 10 jours. Souvent, on part pas forcément super longtemps. Donc je dis, il n'y a pas eu de stage préparatoire, mais on est parti 10 jours. Donc on a eu quand même le temps de se poser là-bas. Ouais, tu sais, moi, j'avais jamais pris l'avion. Donc t'arrives là-bas à l'aéroport. Après, on traverse Tokyo pendant 2 heures. Et après, on arrive dans le parc du Mont Fuji, sur un lac, sur le lac Motozo, en altitude, et c'est dans une forêt, c'est au milieu de nulle part. Et moi, le Japon, c'est pas l'image qu'on en avait, quoi. Même dans ce qu'on nous avait décrit, le Japon, c'est de la densité, t'es les uns sur les autres. Moi, je m'attendais à quelque chose de très très urbain, quoi. Et là, non, du tout. On avait un hôtel au milieu de nulle part. Et puis un bassin dans un lac d'altitude fabuleux, enfin un endroit magnifique, hein. Et des lignes d'eau parfaitement tracées, une organisation au cordeau super bien accueillie. On a été voir dans une école, on avait des petits spectacles, ils nous ont fait des petites figurines, on avait des petits souvenirs. Enfin, ils étaient super accueillants, quoi. Et puis l'hôtel où on était. Là aussi, ils ont bien rattrapé parce qu'il était pas mal, hein. C'était un hôtel style européen, mais un super hôtel, quoi. On était très 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 bien accueillis. Et puis nous, on pensait arriver là-bas au Japon. On rigolait avec José Ruiz qui nous entraînait en équipe junior. On savait pas comment on allait arriver à l'hôtel. Donc là, on arrive à l'hôtel, et puis nous, on se déchausse, un type. On se dit non, au Japon là, hop, on arrive. Il faut bien présenter. Et puis il nous regarde un peu bizarrement. Et puis non, en fait, non, vous allez remettre vos chaussures et puis vous allez rentrer dans vos chambres d'hôtel normalement, quoi. Enfin, c'est quand même à l'occidental. Enfin voilà, nous on pense arriver dans un truc complètement dépaysant. Je
je sais pas, un peu comme dans les clichés, un peu manga ou dessin animé. Et puis non, c'était pas du tout pareil. Enfin, voilà, c'était assez marrant l'accueil. Et puis après, les courses, on n'avait pas nos bateaux. Les bateaux, ils n'ont pas voyagé avec nous. On avait des bateaux, on avait encore des formes un peu Delta. Hein. Et il y a un fabricant qui a dû fournir tout le parc à bateaux. Enfin, je pense qu'il y avait quelques athlètes, quelques nations qui devaient avoir leurs bateaux. Mais nous, c'était des bateaux qui étaient fournis par l'organisation, qu'on avait dû louer avec la fédération. Et puis, on a eu le temps de s'adapter aux embarcations quand même, de se caler dedans. Et puis, voilà. Donc, du matériel tout neuf en canoë. Donc c'était même mieux que le mien parce que moi j'avais pas un super beau bateau. Puis voilà, après on s'est lancé sur le lac avec les courses qui se sont enchaînées quoi. Et moi je courais sur le 500 et le 1000 en C1 quoi. Et est-ce que tu prends une raclée pour ces premiers championnats du monde ou ça se passe bien? Non mais oui, le pire c'est que ça se passe bien. En fait j'enchaîne un peu les courses comme elles viennent. Et à l'issue du 500 mètres, je suis premier pas pris en finale. Et à cette époque-là, il n'y avait pas de finale A ou B, c'était finale A ou rien. Donc c'était un peu frustrant. Et sur le 1000, j'arrive à passer en finale. Et en plus, à la fin, là, je donne un coup de rein et puis je tombe à l'eau au jeté de bateau à l'arrivée. Et puis je savais pas du tout si ça passait ou pas quoi. Et c'est là où, José à l'arrivée, il me dit, il me confirme parce que j'avais le doute, mais que j'étais pris pour la finale. Et là, j'en revenais pas. Enfin, j'avais sauté dessus dans les bras, il était tout trempé, le pauvre. Mais et là, ouais, non, c'était une grosse émotion. Puis après, c'est venu la finale en C1 et là, j'ai donné tout ce qui restait. Puis du coup, je suis à 6e à l'arrivée. Donc non, c'était super. Et puis des temps corrects. Donc 6e en junior 1, ouais non, c'était bien. C'était vraiment bien. C'était ouais non inattendu, c'est vrai. Et puis après, c'est des gars, ceux qui étaient devant. T'avais Maxime Opalov qui a fait plusieurs fois médaille aux championnats du monde et aux Jeux Olympiques. T'avais Mitya Capricop, un Roumain qui était médaillé olympique aussi ou champion olympique. Maxime Boilard aussi qui a fait médaillé olympique. Enfin, il y avait finalement des gars qu'on a retrouvés dans la suite. Donc il y avait un plateau qui était quand même assez relevé quoi. Donc voilà, c'est le souvenir qui était vraiment sympa. Et ce qui me faisait rigoler un peu, et même encore, hein, c'est que là où je me dis, ils voulaient pas m'amener à la base ou amener les monoplaces, pas que moi, mais les monoplaces. Et finalement, moi j'avais fait la meilleure perf de tout le collectif. Donc voilà, Donc ils ont bien fait de t'emmener finalement. Ouais. Ah bah oui, là, ouais. Ouais, puis c'est un signe, et puis c'est se dire, en fait, faut tout donner, quoi. Faut tout donner, et pas trop se poser de questions. Puis une fois qu'on a tout donné, on verra ce qu'il en sera plus tard. Mais il faut pas avoir de regrets sur l'investissement. Parce que tu vois, j'aurais très bien pu me dire, il n'y a pas de monoplace de prix pour les championnats du monde. Tant pis, je me concentre uniquement sur le biplace. Et puis d'avoir tout le temps essayé de tout faire à fond, en fait c'est passé quoi. C'était, on peut se dire que c'est de la chance, mais la chance ça se provoque aussi. Et je pense que des fois faut y aller quoi, tête baissée. Hein. Enfin, voilà. Comment ça se passe à la suite pour toi en junior 2? Est-ce que tu confirmes justement cette super première année de junior 1? Ouais, ça va convenablement. Oui, enfin ça, toujours dans. Alors j'ai aussi, alors c'est con, mais je gagnais pas les France, mais je gagnais les sélections équipes. Donc il y a toujours une personne qui était devant. Du coup là, ça devait être Yoann Anton à cette époque-là, qui gagne en C1, et puis moi je fais 2 aux France, mais du coup je gagne quand même les sélections. Donc du coup ça continue bien. Et là, c'était les championnats d'Europe en Pologne. Donc là, par contre, l'année après, on a préparé un peu plus. On avait fait un stage hivernal à Tempes-sur-Lot, un stage de ski. Donc c'était déjà pas mal. Et puis, mais c'est tout. Pas d'échéance internationale.
Donc c'est quand même échéance terminale et puis c'est tout quoi. Donc mais c'était la Pologne, on avait un super effectif, un super collectif complet. On avait du mono, du bi, du 4 dans toutes les catégories. Et là, la Fédé a mis les moyens en termes d'effectifs et de collectifs. On avait un très bon groupe. Et je dis, ah oui, on n'a pas fait stage terminal, mais ouais, en plus on est parti une quinzaine de jours. On a fait un stage. Enfin, on a enchaîné les championnats d'Europe après avoir fait une préparation en Allemagne à Potsdam. Donc on a fait un petit stage à Potsdam et juste après on allait en Pologne. Et tout ça en bus. Donc on avait fait un beau petit périple. Et voilà. Donc là ouais, je fais 9e en C1 et puis c'est tout. Ouais. Non, j'ai fait que le mono, place en 9e C1. Ça s'est bien passé en série demi-finale. Et puis en finale, ouais, j'ai subi. Ouais, j'ai pas réussi à être bien dans la course. J'ai jamais trop su me l'expliquer. Pourquoi est-ce que j'ai pas réussi à faire mieux? Je pense que c'était un manque peut-être de préparation. Puis l'année du bac, j'étais en bac S. Alors c'est pas pour excuser, hein, mais j'étais un peu tout seul aussi dans mon coin pour me préparer. Et je venais de passer le bac et j'étais pas sûr de l'avoir. Et en plus, j'étais même au repêchage. Donc Justement, j'allais te dire comment tu faisais pour t'entraîner, parce que là, t'es la surprise d'être en équipe de France en junior 1. Donc, il y a le lycée à concilier. Tu t'entraînais déjà tous les jours. Est-ce que là, tu t'entraînes encore plus en junior 2? Donc, j'allais te dire comment tu fais pour les études. Bah oui, c'est là où dans une organisation un peu plus individuelle, puisque en junior 2 là par contre même au club il y avait un peu moins de monde cette année-là. Il y avait par exemple Bertrand et Monique là qui commençaient à progresser et puis autrement j'avais des filles qui s'entraînaient avec moi avant mais elles s'entraînaient moins cette année-là. Ouais, donc c'était un peu plus dur pour l'entraînement, un peu plus solo, mais toujours motivation intrinsèque. En fait, je pense que ça marche bien toujours. C'est le faire pour soi et puis avec les moyens. Il y avait largement moyen d'optimiser hein, avec un suivi plus rigoureux. Puis en fait, on avait les séances club du mercredi, du samedi. Puis après le reste, je m'entraînais tout seul. Donc c'était pas évident. Je faisais mes séances d'athlé, enfin de course à pied tout seul, muscu tout seul. Donc mais avec une programmation. Claudine était toujours là pour la programmation. Donc tu avais un plan de charge et puis après tu te débrouilles quoi. Et ça va. Enfin ça se passait plutôt bien. Hein. Est-ce qu'après, ton choix d'études s'est fait en fonction de tes ambitions en canoë? Et qu'est-ce que tu as fait comme études d'ailleurs? Ouais, bah oui, ça a joué. J'ai pas assez pensé à la suite au niveau scolarité parce que le bac S, c'était plutôt un bon. Enfin, à l'époque, c'était plutôt bien. Et puis, je me suis peut-être orienté par défaut sur le STAPS. J'ai fait STAPS et pourquoi STAPS et le choix de la structure d'entraînement aussi. Parce qu'après, du coup, je suis passé de entraînement club à entraînement pôle et en pôle France. Donc là, je suis allé à Vers-sur-Marne et puis j'étais hébergé à l'INSEP. Et puis voilà, hébergement INSEP, entraînement au pôle à Vers et puis études STAPS sur place. Donc en fait, on était à l'INSEP du matin au soir. Hein, ceux qui y vont encore, voilà, t'y es 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et puis là, je rentrais pas souvent parce que de Paris à Pontivy, il fallait 6-7 heures pour rentrer. Je prenais le train, le bus. C'était un peu long, quoi. Donc, je rentrais pas souvent. Et ouais, là, c'était un peu le grand saut, quoi. Mais après, la structure d'UNICEF est assez... elle protège. Elle protège. T'es dans un environnement... t'as la scolarité sur place. En fait, on descendait d'un étage et puis on était en cours.
Donc l'hébergement était au deuxième étage et puis les cours juste en dessous. Donc tu vois, c'était rapide. Et puis le réfectoire, le self était juste à côté. Donc en fait, on pouvait tout faire sur place, hein, sans souci. Puis après, on faisait des navettes en bus pour aller s'entraîner à Vers. Donc là, ouais, c'était beaucoup plus. C'était 2 ou 3 entraînements par jour là, par contre, ouais, des seniors. Hein. Là, ouais, ça a tout changé niveau entraînement. Et est-ce que là, justement, donc tu arrives au pôle France Avers, donc j'imagine que tu changes d'entraîneur entre guillemets, et donc d'environnement. Est-ce que ça fait que tu progresses encore d'un coup? Il y a quand même une explosion? Non, ouais, non. Bah là, enfin oui, il y a une progression, mais non, là, je pense qu'avec du recul aussi, je pense que j'ai plus servi de partenaire d'entraînement qu'autre chose. Est-ce que tu peux expliciter ou c'est trop? Non, mais en fait, il y avait un groupe qui était fort. Disons que tu arrives d'un club où personne ne te connaît trop, et puis après, tu arrives dans un pôle France où les gars, ils visent des médailles au cheval du monde. Donc, en fait, oui, on pouvait que constater que tu sers de partenaire d'entraînement pour les autres, et donc l'entraînement il n'est pas centré sur toi, il est centré sur les autres, ceux qui visent les échéances terminales assez fortes. Donc non, j'ai pas mal subi. En fait, ça se passait bien, mais il n'y avait pas de personnalisation de l'entraînement. Tout le monde faisait à peu près la même chose. Enfin, je pense que j'en faisais un peu moins quand même, hein, mais donc des grosses quantités. Et c'est vrai que quand tu passes d'un entraînement individuel où tu choisis ton rythme à un entraînement où ton rythme il est choisi, à l'inverse. Donc mais même là, je le constate encore pour ceux qui vont dans les structures d'entraînement à assez haut niveau, des fois le cap il peut être un peu dur à passer, quoi. Donc première année ça a été, je rentre quand même en équipe jeune, moins de 23, mais pas des perfs qui ont vraiment décollé, quoi. Une meilleure résistance à encore à l'effort. Je commençais à être un peu plus costaud physiquement parce que j'étais pas très fort niveau muscu jusque là. Je courais bien, donc ça allait. Mais même c'était plutôt le côté fort. Mais après, ouais, non, là ça a pas aidé à décoller. Et puis après, deuxième année ou troisième année, enfin à un moment je m'étais cassé le poignet aussi un hiver. Donc là, casser le poignet, c'est 8 semaines de plâtre, hein, que j'ai eu. Enfin ça c'était 2 ans après. Mais je pense que j'ai cumulé de la fatigue et perdu un peu le goût de l'envie innée, quoi, qui était là dans une ambiance club où là tu te professionnalises un peu, et mais je pense qu'on peut se professionnaliser mais garder un côté ludique. Mais moi je me suis un peu peut-être trop éloigné de la structure club, par la distance aussi, hein. Et puis voilà, mais après ça s'est bien passé, hein. Senior 1, 2, 3, j'étais en équipe, mais pas à jouer le meilleur tableau au niveau international, quoi. Au niveau français, je commençais à venir dans les 5-6 seniors, mais non, pas. Disons que par rapport à junior, junior, j'étais vraiment très très bien, avec des bons chronos. Ouais, non, c'était pas. On aurait pu s'attendre à meilleur, quoi. Alors, c'est pas que l'entraînement, c'était aussi moi. C'est voilà. Après, on est arrivé dans une grosse structure, et puis on te l'a souvent dit là en audio, mais c'était l'arrivée de Kirsten Neumann aussi, où on est arrivé par bloc d'entraînement. Donc là, on parlait de volume EB1, EB2, EC, vitesse, avec des volumes, et les séances, elles se ressemblaient pas mal. On était, par exemple, je sais pas, on faisait 6 fois 2000 et puis 3 fois 1000, quoi, en 3 ou 4 fois 1000 en EB2. C'était ça un peu les séances type. 6 fois 2000 en EB1, c'est bien, mais ça manque de vie, quoi. Et l'entraînement, si tu décroches un peu niveau envie, et tu perds un peu, quoi.
Alors moi je pense que je faisais tout à fond, mais et tout bien, mais ça manquait de vie, ça manquait de punch, de dynamique. Donc niveau résistance à l'effort, bah toujours pareil, hein, ça allait bien, mais au moment où faut donner un petit coup supplémentaire, un petit peps sur des grosses échéances, bah il manque il manque des choses quoi. Est-ce qu'à un moment tu retrouves cette dynamique de vie? Est-ce qu'à un moment il y a des choses qui changent et qui font que justement tu te remets vraiment à progresser? Bah, non, bah c'est là où pas tant que ça, hein. Il y a après bah, j'ai fait en tout 5 ans à Vers-sur-Marne. Et ces 5 années-là, non, elles n'ont pas permis de décoller. J'étais un bon niveau français. J'étais en équipe jeune et puis après j'ai intégré l'équipe senior. Donc je faisais des C2, le C2, euh, le premier C2 au niveau Coupe du Monde. Mais après non, non, il manquait un truc quoi. Et là, on faisait pourtant pas mal de stages, hein. On faisait les stages à Séville, on faisait les stages de ski, on faisait donc niveau préparation, encadrement, tout ça, c'était bien. Mais je pense que trop dans un gros moule, quoi. Ouais. Non, non, un peu d'entre-soi aussi entre nous là, sur notre collectif. Bon, voilà. Après, non, après, je suis parti à Angers en pôle, parce que là, oui. On était en couple avec ma femme, donc on pensait à nous aussi à la suite. Et puis voilà, bon, on cherchait un peu à s'excentrer de Paris. Et puis le choix de la scolarité de ma femme s'est fait que ça a été orienté sur Angers. Et puis après, bah, j'ai intégré le pôle France d'Angers. Puis voilà, j'ai fait encore 2 ans à Angers et puis voilà, j'arrive à 23, 24 ans où j'ai arrêté ce parcours sportif quoi. Et là, il a fallu gagner à manger. Pourquoi tu as arrêté à Angers? T'as pas réussi à te relancer? Non, c'était pas mal aussi l'entraînement. Ça allait mieux, hein. Franchement, Angers, j'aimais bien. Euh, Puis il y avait un fil conducteur quand même, hein. C'était mon entraîneur Fred Loyer que t'as oui, que t'as eu en podcast Tout à aussi. fait. Et non, bah Fred, en fait, c'est marrant, mais il était à Vers, et puis après, bah, quand il est allé à Angers, bah, l'année après, j'étais à Angers aussi, mais indépendamment, hein. C'est parce que c'était par rapport au choix de ma femme. Mais du coup, bah, je suis atterri au pôle à Angers, puis je pense qu'il a essayé des choses nouvelles. Je pense qu'il y a pu avoir un peu cette compréhension-là. D'essayer d'adapter ou de personnaliser un peu plus l'entraînement, faire un peu plus par rapport à mes goûts. Mais là, il y a un moment où financièrement, ça n'allait plus nous. À deux, on, ouais, on vivait pas, on vit pas du sport, donc j'ai commencé à faire des petits jobs d'été pour gagner un peu. Donc ça, c'était sympa aussi, hein, saisonnier sur la Loire et puis à Guerlédan aussi, je crois. Et puis voilà, bah après saisonnier, parce qu'il y a une année en fait, j'ai pas été pris à l'échéance terminale. Enfin ouais, ça s'est arrêté en juillet quoi, donc j'ai pu rebosser tout le mois d'août. Puis là ouais, c'est l'année d'après, c'était un peu juste et puis voilà, ça s'est arrêté là. Est-ce que tu avais fini tes études en STAPS? Oui, 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 en plus, oui, bah, je finissais, j'avais dédoublé des années, en fait, j'ai dédoublé des années, en licence, et puis, sur la maîtrise. Donc, enfin, un master 1, une maîtrise de STAPS, et puis, voilà, ouais, je finissais ça, et j'étais en STAPS entraînement sportif, et puis ça m'avait beaucoup plu, l'entraînement, la filière entraînement, à Angers, c'était vraiment, vraiment sympa. Euh, Et du coup, en plus, bah, vu qu'au club à côté, au club d'Angers, il y avait Benoît Bayeux qui s'occupait du club, ça s'est articulé assez rapidement où, bah tiens, j'ai travaillé au club à Angers. Donc, et là, au club à Angers, même ils étaient prêts à me détacher du temps pour m'entraîner, hein. Ça aurait pu le faire, mais
j'ai du mal à faire deux choses en même temps à fond. Et puis le côté défi, entraîner des jeunes et s'occuper des jeunes à Angers, ça me bottait bien du coup. Là où j'avais pas la certitude d'être super fort en bateau, bah, je voulais me donner la certitude d'être un bon entraîneur. Donc voilà, j'aime bien changer. Puis voilà, bah, la page était tournée. Donc je m'entraînais des fois avec les gars qui venaient en équipe, en pôle et tout ça. Mais non, après, bah, la page était tournée. Donc j'ai toujours fait les France, toujours, mais pas. Ouais, bah voilà. Progressivement, bah, je me suis pris des plus grandes claques au championnat de France. Et puis voilà, mais c'était, ouais, ça passait bien. Et puis Et voilà. j'allais dire, t'as pas de regret sur le fait de, parce en jeune, justement, t'étais très fort, et après, c'est comme si t'avais stagné, tu vois. Est-ce que si c'était à refaire, est-ce que justement tu resterais pas peut-être plus à Pontivy plutôt que d'aller au pôle Avers, ou peut-être que tu irais autre part qu'est-ce que tu changerais? Ah. Oh, il y aurait plein de choses à changer. Hein. Plein de choses. Déjà, découvrir d'autres ambiances d'entraînement, je trouve ça important à choisir. Moi, je trouve qu'il faut un moment ou un autre sortir de son cocon français et aller voir un peu à l'étranger comment ça se passe. Ça, c'est hyper important. Mais après, ça coûte, hein, c'est une organisation. Mais ça, c'est hyper important. On a des cultures sportives françaises où on pense que tout est acquis, qu'on fait tout bien, mais en fait, bah non, tu te rends compte que ailleurs, ça se passe différemment et avec une professionnalisation de l'entraînement qui est un peu plus poussée, quoi. Tu vois, c'était marrant à Angers, au club. Du coup, je m'étais occupé des petits, puis il y a un moment où il y en avait un des jeunes qui commençait à bien progresser, Félix, et puis bah, je me suis dit, tiens, lui, avec Félix, je vais pas faire pareil qu'avec moi, je vais lui trouver un stage à l'étranger. Donc j'ai pris contact avec plein de clubs au Canada, puisque ses parents aussi voulaient qu'il progresse en anglais. Donc j'ai été chercher j'ai envoyé un mail à tous les clubs du Canada, au Canada côté anglophone, et puis pour lui trouver un stage et pour lui dire, bah tiens, t'es bon au niveau français, parce qu'il était tout le temps médaillé aussi à partir de cadet, enfin même minime. Et puis bah tu feras pas comme moi, au moins tu verras un peu comment ça se passe à l'étranger. Et puis là, il a passé un mois à l'étranger dans un très bon club à Halifax. Et puis, alors je sais pas pourquoi, mais juste après, Félix, il a quasiment arrêté. Enfin, je sais pas pourquoi. C'est que voilà, il s'est peut-être rendu compte du fossé qu'il y avait entre sa manière de s'entraîner et puis comment que ça se passerait, comment que ça se passait là-bas. Mais il s'entraînait tout le matin. Il s'entraînait tard le soir. Il s'entraînait beaucoup et bah ça lui a fait un fossé quoi. Entre lui, comment il s'entraînait, il était médaillé français sans trop de problèmes et bah sur place, bah c'était autre chose quoi. C'est Ouais, non, je pense qu'aller voir un peu ailleurs, ça fait pas de mal, hein, des fois. Et donc Félix depuis a arrêté le canoë alors, malheureusement. Malheureusement, malheureusement. Ouais, et vite après, hein, assez rapidement. Mais non, après, mais c'est super. Je veux dire, on entraîne des clubs, mais pas forcément pour faire des champions. On entraîne aussi pour faire des expériences, faire. Moi, je vois qui étaient au club, et puis la plupart finalement, quasiment tous ceux qu'on entraîne dans les clubs, ils vont pas être des champions, mais on est là pour leur donner bah, toujours pareil, le goût de l'activité, le goût de l'effort, je sais pas, enfin, il y a des valeurs côté sportive, la persévérance et toutes des valeurs que tu retrouveras après dans le boulot plus tard. Donc le fait d'avoir un objectif, de se donner les moyens d'y arriver, ça c'est hyper important. Et pour moi, un club et une fédération sportive, elle sert aussi à ça. Et le milieu associatif sert à ça. Il sert non seulement à faire des champions, mais aussi à développer des bonnes valeurs humaines, quoi, de persévérance. La persévérance, c'est hyper important. Et dans le boulot aussi, hein, dans le travail. Moi, je vois je vois la différence entre un gars dans mon travail qui est persévérant et un gars, enfin qui se donne les moyens, quoi, qui se plaint pas. Moi,
un gars qui va bien au sport et dans le boulot, quelqu'un qui se donne les moyens et qui se remet un peu en cause. Enfin, c'est une éthique sportive, quoi, que tu retrouves un peu partout. Et bah moi, on sert à ça dans le club. Et moi, je suis content d'avoir eu ça. C'est une grande chance d'avoir profité de ça dans le milieu sportif, dans la fédération de kayak. On m'a donné les moyens. Après, il n'y a pas eu ce déclenchement, ce curseur qui a fait que j'étais meilleur mondial, mais ou dans les tout meilleurs mondiaux. Mais ça a apporté plein de choses complémentaires qui sont tout aussi bien, hein. C'est pas parce heureusement, il n'y a pas que le champion olympique qui est heureux, hein. Il y a tous les autres aussi. Et non, c'était plutôt sympa. Et moi, j'ai essayé de redonner ça à Angers, à certains à l'époque. Et puis voilà, après ça continue quand on peut. C'était plutôt sympa. Pendant combien de temps tu as été entraîneur? J'ai fait à Angers pendant 4 ans, 3 ans, ouais, 3 ou 4 ans, je sais plus, à Angers. Et puis après, alors ma femme a eu le concours de prof d'histoire, donc on a bougé en Sarthe. Et donc en Sarthe, j'ai dû quitter le poste d'entraîneur à Angers, hein, ça c'est sûr. Et puis j'ai réentraîné un peu le club à Tours, mais j'étais à 1 heure de route. Et puis là, ils pouvaient pas m'embaucher à temps plein. Donc je faisais la navette quasiment tous les jours pour aller entraîner les gars. Mais sur un mi-temps, ouais, ça collait pas. Enfin, je faisais quasiment un temps plein sur un mi-temps. Ça pouvait pas marcher. Ça pouvait pas marcher. Et il y avait une incompréhension entre ce qu'on attendait de moi et ce que je faisais. Donc c'est dommage, mais voilà, c'est peut-être moi qui n'ai pas été assez clair aussi dans ce que je voulais faire, hein, mais en tout cas, on peut pas demander à quelqu'un d'entraîner un club, un gros club, avec un mi-temps. C'est pas possible. L'entraînement de club, c'est hyper compliqué. Enfin, ça dépend de la taille du club, hein, mais enfin, si je fais l'aparté de ceux qui entraînent dans des structures sportives, dans le milieu associatif des petits clubs, on en demande beaucoup. Un brevet d'État, on lui demande de faire de l'administratif, de la planification, du rangement, de la préparation, du commercial, préparer les plaquettes support, les rendez-vous avec les mairies, les collèges, les écoles. En fait, faut savoir tout faire. C'est plein de métiers en un. Et c'est des métiers enfin qui sont très enrichissants au niveau compétences, mais qui sont un bouffeton monstrueux, quoi. Et dans le milieu associatif, t'as le salarié qui est un peu un professionnel, si on peut dire, de l'activité, et puis t'as l'encadrement, enfin le bureau qui est issu, enfin qui sont bénévoles, qui peuvent être des anciens parents d'athlètes, qui peuvent être des gens externes à l'activité, ou des anciens du cru, hein, aussi, hein, de l'activité, mais tous ne connaissent pas l'activité du kayak, du monde professionnel. Donc des fois, il peut y avoir une incompréhension entre les dirigeants de club et les salariés. Et ce qui fait que, enfin, au niveau français, on a souvent du mal à trouver des gens qualifiés pour entraîner les clubs. Et moi, oui, du coup, j'ai renoncé à cette partie-là. J'ai renoncé à entraîner, et aussi parce que, tu sais, entraîner un club, c'est être disponible le soir, les vacances, donc en les fait, week-ends. Et tout, ouais, beaucoup les week-ends, et donc t'es souvent parti à droite à gauche. Et puis ça collait mal avec notre projet familial où on venait avoir un premier enfant, Antonin, pour aller quand on a déménagé près de Tours, enfin en région, sur la Sarthe. Et puis voilà, non, avec la vie de famille, c'est dur, hein. Donc voilà. Et puis est venue aussi Louise juste après, enfin 2 ans après, même pas. Oui, 2 ans après. Et voilà. Donc du coup, j'ai changé de. Qu'est-ce que tu as fait alors? Rien à voir. J'ai refait une année d'école.
Donc ouais, après le master STAPS là, et puis 10 ans après, enfin 9 ans après, j'ai refait une année à la fac au Mans, à l'université du Maine. Et puis les 2 enfants étaient nés et ouais, j'ai repris une année en alternance, une licence pro dans le bâtiment, dans l'éco-construction, histoire de changer radicalement de voie, et puis pour essayer de trouver un boulot plus posé, quoi. Donc voilà, je me suis orienté là-dessus, enfin sur une filière professionnelle. J'ai d'abord fait des stages, un gros stage, lié à la licence dans la conception de bâtiments sportifs et d'équipements sportifs. Je dessinais des terrains de foot, de rugby, des pistes de roller, des gymnases. Donc j'étais plus dans le chiffrage, le quantitatif. Et puis voilà, la boîte, elle n'était pas assez solide pour m'embaucher à temps plein. Et après, j'ai dérivé vers le télécom. Et le télécom, je me suis mis dans un bureau d'études. Et là, j'ai commencé de zéro, quoi, sans expérience, pas si tard que ça, 32, 33 ans, à être technicien d'études, après chargé d'études. Et puis maintenant, je m'occupe de bureau d'études, je m'occupe de tout le déploiement optique d'une zone. Enfin, c'est des métiers très très passionnants. Et puis je travaille comme j'entraînais, enfin un peu dans la même philosophie, ou comme j'ai pu enfin voir un peu de choses dans le côté sportif. Je mets beaucoup de pédagogie, quoi, dans le boulot. J'aime bien transmettre, j'aime bien accompagner, j'aime bien adapter le travail par rapport aux personnes qu'on a en face. Finalement, tout ce que j'aimais bien dans le sport, j'essaie de le remettre au travail. Il y a énormément de points communs à tout ça. Est-ce qu'aujourd'hui tu continues à faire du canoë? Puisque de tous ceux que j'ai interviewés, tous ceux qui ont arrêté la compétition de canoë n'en font plus après. Je comprends bien que c'est hyper dur quand t'en fais plus. Est-ce que toi tu continues? Ah oui, je suis de plus en plus mauvais et de plus en plus réjoui à passer du temps sur l'eau, à flâner. Alors oui, non, je comprends. Hein, moi, tous ceux qui ont fait du haut niveau et qui ne supportent plus de pas retrouver les sensations d'un bateau qui va vite, je les comprends amplement. Mais après, je me dis aussi, c'est con d'avoir fait tant d'années de sport dans un milieu, d'avoir été bon dans un domaine et de tout arrêter, de tout lâcher, parce qu'on est devenu expert dans une discipline et puis on lâche tout. Alors moi, j'ai lâché plein de fois, puis je suis toujours revenu, mais revenu avec des choses en moins, moins de sensations, moins de résistance à l'effort, moins de souplesse. Mais après, faut changer, mais avec plus de plaisir, plus d'envie de passer du temps. Voilà. Sur l'eau, j'écoute des podcasts, hein, des fois, comme le tien. Je suis sûr que je t'ai déjà écouté sur l'eau. J'ai mes écouteurs. J'imagine que t'allais plus vite en écoutant, t'allais plus vite. Oui, tout à fait. Non, mais des fois, on peut. Non, mais en fait, on peut voir les choses autrement, quoi. Mais par contre, pour ce qui est de la sensation, non. C'est nul. Mais tu vois, c'est nul aussi enfin, on est moins physique aussi dans d'autres sports. Donc, moi, j'ai toujours couru un peu. L'hiver, toujours fait du ski de fond parce que j'aime beaucoup ça. Voilà. Après, toujours une ou deux activités. Enfin, j'essaye d'en faire une ou deux activités par semaine, mais c'est pas plus que ça. Après, j'en fais. Je fais pas mal de sport avec les enfants, j'aime bien. Avec mes enfants, enfin Antonin, on fait du bateau ensemble. Avec ma fille Louise, on fait de l'athlétisme. Enfin, elle court. Donc, voilà, on essaie de redonner le goût de l'activité sportive aux enfants. Et puis c'est un cycle qui se poursuit, quoi. Parce que je pense que le côté sportif, il est hyper important tu vois, même dans une scolarité. On ne fait pas forcément assez de sport. Et puis, de toute façon, les enfants, ils finissent l'école à 4h30 et après, à 5h, ils sont à la maison à rien faire. Donc, autant faire du sport. Je suis d'accord. Et même un peu plus qu'un peu moins. Donc, ouais.
Mais par contre, c'est prenant, parce que là, tu vois, en ce moment, tous les week-ends, ils sont pris par une activité ou une autre. On n'arrête pas. Mais c'est vraiment sympa, hein. Et puis voilà, après, et puis là, il y a un petit club sympa. J'ai changé pas mal de clubs finalement entre, tu vois, Pontivy, après Angers, après Tours. Puis là, je suis à Châteaudun, et puis une petite ville qui est sympa. Et puis voilà, c'est plutôt agréable de voir que où qu'on soit finalement, il y a de l'eau, et si on a de l'eau plate, enfin, je suis toujours allé où il y avait de l'eau plate, mais ouais, du coup, j'ai toujours pu mettre un canoë sur l'eau. Des fois, il était dans le jardin, et puis maintenant, il est dans un club, donc c'est pratique. Mais ouais, j'aime bien quand il y a de l'eau. Tu vois, j'aimerais toujours avoir un boulot où il y a de l'eau plate, pas trop loin, pour aller glisser sur l'eau. Et même si ça, des fois, ça tire un peu, on a moins de résistance. Partager même du temps avec d'autres sur l'eau, c'est hyper agréable. Enfin, je sais pas si toi, quand tu es sur l'eau, ça doit être pareil, non? Oui, bien sûr. Moi, c'est le plaisir. Hein, tu sais, là, on a fait une séance hier. Là-bas, il y avait, on était une dizaine sur l'eau. Moi, on est lundi, donc le dimanche, on s'entraîne beaucoup. Souvent, on est beaucoup. On était une dizaine. C'était le plaisir. Hein. On glisse, on s'amuse, on rigole, on fait la course. Ouais, voilà, c'est des petits jeux, Bien sûr, enfin, sur l'eau, ouais. bien évidemment. On passe quand même du beau temps, ouais. J'arrive à la fin de mes questions. J'en ai une dernière. Est-ce qu'il y a quelqu'un que j'ai pas interviewé, que tu me recommanderais d'interviewer, que toi peut-être tu souhaiterais entendre, à qui tu aurais peut-être des questions à poser ou pas? Il y en a forcément, et du coup, j'ai pas la liste de tous tes podcasts que tu as fait, donc oh bah tu sais, je t'en ai parlé un tout petit peu brièvement tout à l'heure, mais moi j'ai mon premier entraîneur au niveau national, qui était José, et je suis pas sûr que tu aies eu José Ruiz. Non, j'ai pas eu. Il est revenu plusieurs fois, donc si tu as le contact, je suis preneur. Bien évidemment. Non, je l'ai pas. Mais non, mais je perds les contacts. Non, mais non, moi je dis qui. Non, parce que José est quelqu'un de très très bien. Et ouais, non. Et puis même, je pense que la famille Ruiz, et puis tout l'environnement autour de son club et de la région était plutôt intéressant. Voilà. Enfin voilà. Et bah, ça marche. C'est c'est José qui est sorti. Je ferai au mieux. Et bah super. Et ben merci Olivier de ton temps. C'était un plaisir, et j'ai eu les réponses aux questions que j'avais. Donc super. Merci à toi. Ouais, et puis j'espère que ça aura plu à nos auditeurs. S'il y a des gens qui veulent te contacter, par où peuvent-ils passer? Ouais, j'ai un mail. Enfin ça, je pourrais te les communiquer par ok. mail. Et ben pas de souci. Je mettrai ton mail alors dans la description de l'épisode. Ouais, d'accord. Et ben ça marche. Et ben super. Et ben merci encore pour ton temps, et sait-on jamais, peut-être à bientôt. Oui, bah merci à toi en tout cas pour tout ce que tu fais. C'est sympa, très très sympa. C'est avec plaisir. J'ai des questions et j'aime bien avoir des réponses. Ouais. Voilà. Et ben ça marche. Salut à tous. Oui, au revoir. Si vous êtes encore là, c'est que l'épisode vous a plu. Dans ce cas, je vous invite grandement à m'aider à faire grandir ce podcast en mettant une note de 5 étoiles et un commentaire d'encouragement sur l'application de podcast où vous l'écoutez, et plus particulièrement sur l'application podcast d'Apple. Cela m'aidera d'autant plus à accueillir les meilleurs kayakistes français grâce à la crédibilité que vous me donnerez. Enfin, vous pouvez retrouver la retranscription écrite de cet échange sur www.secretdukayak.org. En attendant, laissez glisser, et à la semaine prochaine.